Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi en direct. Évidemment, débat, analyse, expertise et c'est chaque jour. Merci d'ailleurs pour vos réactions sur l'ensemble des réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans son job, on s'intéresse à la sylvothérapie, les arbres comme un médicament, les arbres que l'on câline. On en parlera avec un garde forestier. Il est justement spécialiste de la sylvothérapie. Smart et réglo, la dissimulation d'emplois salariés. Que risquez-vous, vous, chef d'entreprise? Eh bien, si vous oubliez de faire ces fameuses déclarations préalables, on fera le point avec un avocat dans quelques instants. Pause café, le congé menstruel. Je ne suis pas sûr qu'on en parle à la pause café. On va en parler en tout cas avec Fanny Griesmer. C'est une idée qui fait son chemin en France. On fera le point avec elle dans quelques instants. Le cercle RH, on s'intéresse au statut des travailleurs détenus. C'est une catégorie dont on ne parle pas ou peu. Ce sont ces détenus qui travaillent en prison. On fera le point. Ils n'ont pas réellement de statut d'ailleurs. Et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, évoque une réforme en leur proposant tout simplement un contrat de travail. On parlera de la prison et on parlera de la réinsertion. C'est un sujet évidemment qui est dans l'actualité. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, avec Julien Morisson, on fera un comparatif entre le marché du travail et le marché de l'immobilier. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on peut les comparer? Est-ce qu'il y a des similitudes et des analogies? Voilà le programme aujourd'hui pour Smart Job. Tout de suite, bien dans son job, on part dans la canopée en direction des arbres. Bien dans son job, mais bien aussi dans son environnement, autant que faire se peut, naturel. Claude Lagarde, bonjour. Bonjour. Vous ne direz pas le contraire, être bien dans son job, c'est être aussi bien dans son environnement naturel, avoir les pieds sur terre, pour résumer peut-être? Ah, complètement. Et d'ailleurs, dans le cadre de mes activités, quand j'étais encore en activité professionnelle, j'aimais bien de temps en temps quitter mon bureau et partir en forêt pour me détendre, me déstresser un petit peu, parce que comme tout le monde, on est soumis à une pression de plus en plus importante dans le monde du travail. Je précise que vous êtes garde forestier à l'ONF, l'Office national des forêts, et qu'on va parler ensemble de la sylvothérapie. D'abord, votre propre rapport à la nature, c'est lequel? Comment vous vous situez, vous, par rapport à cette nature? Alors moi, je suis né dedans, donc c'est pas compliqué. Dès que j'ai pu marcher, j'ai été en forêt, donc dans les pas de mon grand-père. Et puis bien sûr, par la suite, je n'ai plus que vouloir travailler en forêt, ce que j'ai fait à l'ONF pendant quelques dizaines d'années. Alors je ne suis plus en activité à l'ONF. Maintenant, je suis auto-entrepreneur et je fais des prestations qui me sont le plus souvent demandées par l'Office du tourisme de Fontainebleau. Donc effectivement, la nature, c'est une deuxième nature chez moi. Ouais, c'est ça, c'est votre vie. On va voir des très belles images d'ailleurs qui viennent de l'Office de tourisme de Fontainebleau, qui permettent aussi de montrer d'abord la beauté de cette forêt de Fontainebleau, de ces rochers. Ceux qui font de l'escalade connaissent bien ces rochers. Vous dites, je pense que nous avons un passé commun avec l'arbre qui remonte à la nuit des temps. Expliquez-nous, on en parle beaucoup, ça, cette relation entre les arbres et les hommes. Oui, alors la relation avec l'arbre et les hommes, elle est assez facile à comprendre. Avant que nous soyons bipèdes, nous étions quadrupèdes. Et quand nous étions quadrupèdes, nous étions essentiellement résidents en forêt. La forêt nous apportait de quoi nous nourrir, de quoi nous guérir, de quoi nous abriter. Pas forcément encore de nous chauffer parce qu'on n'avait pas inventé le feu. Donc c'est vrai que quelque part, je pense qu'en nous, on a un petit gène forestier qui ne demande qu'à éclore lorsqu'on se promène tout simplement en milieu boisé. Alors pas forcément une forêt, mais un parc, jardin boisé, etc. Donc c'est vrai que quelque part en nous, on a ce petit gène qui ne demande qu'à s'exprimer et qu'on a bien enfoui dans nos vies de citadins. Donc c'est un petit peu dommage et c'est aussi l'objet des sorties que je fais, de montrer aux personnes qui font le plaisir de m'accompagner, de faire surgir ce petit gène, de faire revenir à la surface. Alors, Claude, parlons de la sylvothérapie, parce qu'au-delà de la passion que vous avez pour la nature et pour les arbres, c'est quoi la sylvothérapie? Alors, moi, j'aime pas trop le terme de sylvothérapie parce que on a tendance à prendre thérapie au sens guérison. Or là, moi, j'ai pas la prétention de guérir qui que ce soit de quoi que ce soit. Tout simplement, je préfère le terme de bain de forêt, qui est le terme consacré au Japon. Et c'est une immersion en milieu forestier, donc avec une perception de tout ce qui peut se passer en forêt, et exercer nos sens à avoir ces perceptions très fines et avec des sens que parfois on ne sollicite
pas suffisamment ou qui sont au contraire trop sollicités. Je pense par exemple à la vue où on est très agressé par des lumières, par des couleurs, par des mouvements très rapides. Je parle de l'ouïe qui est agressé également à travers les bruits de la rue, à travers les bruits dans nos bureaux et autres. Et puis l'odorat qu'on a tendance parfois aussi un petit peu à laisser de côté et qui sont des éléments importants dans la perception de notre environnement. Et aussi ce qui est important, c'est que la grande différence qu'il y a entre une forêt et une ville, c'est que la forêt c'est presque l'immobilité, pas l'immobilité complète, alors que la ville c'est l'agitation. Et tout ça concourt à faire que dans une forêt, on a une autre perception de notre environnement, une autre perception de nous-mêmes également. Claude, c'est intéressant, ce fameux bain de forêt, on dit qu'en mettant les mains sur un arbre, finalement on peut sentir la vie de cet arbre et en même temps décharger son énergie. Et qu'est-ce que vous leur dites à ceux que vous accompagnez? Vous les prenez par la main pour leur faire finalement toucher du doigt tous les sens que vous évoquez finalement? Complètement, et c'est bien l'objet justement de ces sorties, donc de préférence quand il fait beau évidemment, parce qu'on soit uniquement préoccupé par ce qu'on a à apercevoir au milieu de la forêt. Et ce que je veux, c'est au contact de l'arbre effectivement ressentir cette énergie qu'il va développer et dont il va nous faire bénéficier, mais c'est également l'énergie qu'il puise dans le sol, et en s'appuyant contre lui, d'un seul coup on n'a plus une notion d'équilibre à retrouver, mais au contraire on s'appuie contre lui, on ancre nos pieds dans le sol et on va recevoir cette énergie qui vient des tréfonds de la terre. Et puis l'arbre, c'est un lien essentiel entre le ciel et la terre également. Il transmet de l'énergie vers l'atmosphère et il reçoit de l'énergie, il reçoit de la lumière, il reçoit de l'eau. Et lui, c'est un élément de transfert, c'est un vecteur important. Et en s'appuyant sur ce vecteur-là, on arrive à percevoir également l'énergie de l'arbre et en prendre une partie. On sent effectivement les vibrations, il m'arrive de pratiquer cette démarche et on sent l'énergie de l'arbre. J'imagine que quand vous prenez ces urbains au début de la forêt avant votre balade et que vous les accompagnez, vous les trouvez changés à la sortie de cette balade, non? Racontez-moi, ça doit quand même sacrément les secouer, non? Ah oui, alors la sensibilité est bien sûr différente d'une personne à une autre, mais depuis 4 ans que je pratique cette activité à titre presque professionnel, je vais dire, j'ai vu à peu près 80% des personnes qui rentrent en forêt au début de la visite et qui sont parfois un petit peu sceptiques, un petit peu stressées, etc. Et 80% de ces personnes-là, au dernier arrêt, puisque je fais 3 arrêts en forêt, s'arrêtent au pied d'un arbre, s'assoient au pied de l'arbre, parfois s'enroulent au pied de l'arbre et s'endorment. Donc c'est vous dire la décharge d'énergie qu'ils ont pu faire et l'évacuation de ce stress. Et ce stress, il est évacué parce que les arbres émettent des substances qui s'appellent des phytoncides et qui sont de nature à faire diminuer le taux de cortisol dans le sang. Et le cortisol est l'hormone du stress. Donc ceci explique cela. C'est génial. Votre arbre, excusez-moi, vous allez me dire je les aime tous, mais est-ce qu'il y a des arbres particuliers vers lesquels il faut aller? Je ne sais pas, le chêne, le hêtre, le frêne. Quels sont les arbres qui... Je pense au chêne parce que c'est un arbre en général cossu avec un tronc très large. Quel est votre arbre préféré, celui qui vous procure les meilleures sensations? Alors, ce qui est très curieux, moi je suis originaire de la Haute-Auvergne, donc avec des peuplements principalement de résineux, donc j'ai une forte attirance pour les résineux, par nature, je vais dire encore une fois, par sensibilité. Ceci dit, quand je suis en forêt et que je fais des séances de bain de forêt, je peux passer sur le même parcours, m'arrêter au même point et ne pas forcément choisir le même arbre à chaque fois. Tout va dépendre de la sensibilité du moment, tout va dépendre de l'ambiance, tout va dépendre de paramètres que je ne maîtrise pas. Mais une fois, je vais m'arrêter au pied d'un arbre, une autre fois, je vais m'arrêter au pied d'un autre arbre. Ça peut être un feuillu, comme un résineux, un hêtre, comme un chêne, comme un pin sylvestre. Juste un mot un peu pratique. Votre pratique, ce bain de forêt qui est un moment formidable, c'est une initiation et j'imagine qu'ensuite vos clients font et pratiquent eux-mêmes finalement cette démarche, non? C'est une manière de les encourager à rentrer dans la forêt? Ah, complètement. Moi je ne fais faire que de l'initiation. Moi je ne suis que le guide. Je leur montre comment faire, j'en donne un mode d'emploi et ensuite eux le mettent en œuvre. Je ne suis pas dirigiste du tout, eux le mettent en œuvre au cours de la sortie. Mais l'idée c'est bien aussi que par la suite, dès qu'ils vont entrer dans une forêt, dans un parc, dans un milieu boisé, ils puissent recommencer sur un temps parfois court, une demi-heure peut suffire, pour aller se ressourcer auprès d'un arbre. Donc c'est vraiment de l'initiation
pour inciter ensuite à prolonger cette expérience dans leur quotidien ou d'une façon hebdomadaire. Claude, avant de nous quitter, pour faire une dernière passerelle avec le monde du travail, j'ai vu qu'il y avait quand même des indicateurs travail qui s'amélioraient, une satisfaction au travail quand on avait des plantes. Alors là, on s'éloigne un peu du sujet, mais j'imagine que quand on travaille dans un environnement où il y a des arbres à côté, des fleurs et des plantes, on est mieux connecté à son travail. Ça me paraît très évident. Si vous voulez, alors d'une part, les plantes émettent des substances qui sont certainement de nature à apaiser, mais c'est surtout aussi la couleur verte. Alors la couleur verte est par nature apaisante. On s'est aperçu, je vais être assez bref, on s'est aperçu par exemple, c'est des études qui ont été faites aux États-Unis, que les personnes qui étaient en milieu hospitalier ou en centre de rééducation, lorsqu'elles avaient devant elles un mur végétal, ça peut être une forêt, ça peut être un parc, avaient une guérison plus rapide que celle qui était en milieu strict avec des murs, etc., sans végétation autour d'elle. Donc il y a effectivement un bienfait psychologique de la part des plantes. Ouais, c'est formidable. J'ai même lu une étude sur les golfeurs, une étude britannique évidemment sur la relation entre les golfeurs et les occurrences au cancer par le fait d'être au contact en permanent avec le gazon et le verre. Claude Lagarde, c'était formidable, ça m'a donné envie après l'émission d'aller me balader en forêt évidemment. Il y en a une pas loin qui est le bois de Boulogne pour essayer de retrouver le contact avec les arbres. Je vais essayer, il fait un peu froid. Oui, en ce moment c'est un peu froid et puis la végétation n'est pas complètement en feuilles, donc vous n'allez pas avoir cette ambiance très particulière et nécessaire aux bains de forêt. Mais ça marche quand même si j'ai envie de me faire plaisir près d'un arbre, même s'il n'a pas de feuilles. De toute façon, au pied d'un arbre, on se fait toujours plaisir. Ça sera le mot de la fin. Au pied d'un arbre, on se fait toujours plaisir. Merci Claude Lagarde de nous avoir parlé en direct de Fontainebleau, cette si belle forêt. Allez vous balader en forêt de Fontainebleau et faire un peu d'escalade, tiens, si ça vous plaît, c'est formidable. Merci Claude. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Retour, alors on va quitter un peu les arbres, vous allez le voir encore qu'il y a beaucoup de papier. On va s'intéresser dans Smart et Réglo à la dissimulation d'emploi salarié, qui n'a rien à voir avec le sujet précédent, mais évidemment c'est un sujet éminemment complexe pour les chefs d'entreprise. On en parle tout de suite avec notre avocat, il va nous rejoindre. Smart et Réglo, c'est le droit, voilà, focus juridique aujourd'hui avec Claire Abad. Bonjour Claire. Bonjour Arnaud. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Moi je vais toujours bien. Ravi de vous accueillir, avocate spécialiste en droit social et vous êtes fondateur au cabinet AC Légal Avocat. Je l'ai bien dit ? Oui. C'est bien ça. On va parler aujourd'hui de la dissimulation d'emploi salarié. Qu'est-ce que c'est la dissimulation d'emploi salarié ? Parce qu'il y a un vrai débat, je l'ai moi-même vécu en tant que chef d'entreprise. Il y a parfois des dissimulations intentionnelles et puis des dissimulations voulues. Il faut faire la différence. Tout à fait. En fait, la dissimulation d'emploi salarié, c'est le fait pour l'employeur de se soustraire à ses obligations sociales. Ça peut être ne pas déclarer préalablement l'embauche d'un salarié. Ça peut être également la remise d'un bulletin de paie qui ne comporterait pas les heures réellement effectuées. Ou ça peut être l'absence de déclaration sociale nominative également. La fameuse déclaration sociale nominative. Alors expliquez-nous, parce que c'est une procédure assez compliquée. On rend par trimestre ces déclarations, puis je crois qu'il y a une déclaration annuelle à faire, c'est ça ? Exactement, oui, tout à fait. Donc concrètement, ça veut dire si on ne les rend pas, qu'est-ce qu'on risque ? Si on ne les rend pas, qu'est-ce qu'on risque ? On risque, déjà, on ne paye pas ses cotisations, donc potentiellement. Et on risque plusieurs pénalités, que ce soit civiles, pénales, ou administrative, donc ça peut être assez lourd. Concrètement, qui surveille tout ça ? Alors c'est l'URSSAF, vous pouvez avoir un recours par l'URSSAF. Je vous confirme. Vous pouvez également avoir un recours aussi par le salarié devant le conseil de prud'homme. Voilà, il y a différents recours possibles et l'administration aussi veille à ça. Alors, il y a la notion de travail au noir, avec des guillemets, ou du travail déguisé. Là, dans le cadre d'un travail au noir, c'est de la main à la main, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de cotisation, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. On parle communément de travail au noir, effectivement. Il peut y avoir aussi de faux travailleurs indépendants, de faux stagiaires, dirons-nous. Et en fait, on parle souvent de requalification en contrat de travail de ce type de contrat. Parce qu'en fait, on distingue un contrat de sous-traitance, par exemple, ou de contrat de prestation de service, du contrat de travail par le lien de subordination. Donc ça veut dire quoi ? On use de plus en plus d'un lien distendu avec des prestataires, alors qu'en fait, ce sont des salariés déguisés ?
Exactement, ce sont des salariés déguisés et en fait l'élément distinguant ces contrats de travail du contrat de travail, c'est le lien de subordination. Concrètement, c'est des cas fréquents. C'est quoi l'occurrence que vous avez en tant qu'avocate sur ce nombre de situations? Parce que là, vous n'avez pas de conflit avec des gens qui travaillent au noir, par exemple. Personne ne vient vous voir dans un cabinet pour dire j'ai un problème avec quelqu'un qui m'a fait ma cuisine illégalement. Alors souvent, on peut intervenir en amont, avant la rédaction d'un contrat. Pour justement conseiller une personne, un employeur ou quelqu'un d'autre sur le contrat à rédiger et surtout sur la réalité de la relation contractuelle. En fait, c'est ça qui est le plus important. Donc, vous dites quoi comme conseil aujourd'hui aux chefs d'entreprise avant de nous quitter? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Parce qu'en l'occurrence, si on oublie la déclaration annuelle, l'URSSAF considère en fait qu'on a quoi? On a oublié quoi? Qu'on ne serait pas dans les clous? Oui, on ne serait effectivement pas dans les clous. Alors qu'on a rendu les trimestriels. Oui, mais voilà, toute déclaration est importante à faire et effectivement, on encourt un redressement URSSAF potentiellement ou d'autres pénalités. Ça peut même aller devant le tribunal correctionnel. Ça va jusqu'en correctionnel? C'est quoi les peines encourues au cas où? Alors, c'est minimum 3 ans d'emprisonnement. Et 45 000 euros d'amende, mais ça peut aller aussi jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour le chef d'entreprise, voire même jusqu'à 100 000 euros d'amende et 10 ans d'emprisonnement dans certains cas. Ce qui n'arrive jamais, rassurez-moi. Si, ça peut arriver, malheureusement. Ça peut arriver? D'accord, ça c'est des cas où le juge considère qu'il a... Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir une peine aussi grave? Des circonstances aggravantes. Aggravantes, d'accord. Ouais. Donc ça veut dire qu'il a récidivé en bande organisée. D'accord. Et l'entreprise aussi encourt une amende de 225 000 euros quand même. Donc effectivement, ce qui n'est pas négligeable pour une entreprise. Merci Claire Abat. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? Non. On a fait le tour? C'était tout. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Mais c'est très très bien. Merci Claire Abat, avocate spécialiste en droit social et en droit du travail. Tout de suite, on fait évidemment la pause café. C'est important la pause café, même chez les avocats. Alors, on va parler d'un sujet qui concerne les femmes, évidemment, le congé menstruel. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça n'existe pas en France, le congé menstruel, mais ça existe dans d'autres pays. Fanny Griesmer nous explique tout sur ce sujet. Fanny Griesmer, on va parler de choses sérieuses aujourd'hui à la pause café. C'est un sujet, pour être très honnête, qui se parle entre femmes, en l'occurrence, puisqu'on parle du congé menstruel. Vous me rassurez que c'est un sujet dont les hommes ne parlent pas forcément à la cafette. D'abord, c'est quoi ce congé menstruel et quel est le problème? Quelle est la source du problème? La source du problème, c'est que plus d'une femme sur 2 souffrirait de dysménorrhée, un mot un petit peu barbare, c'est-à-dire de règles douloureuses, des douleurs violentes qui peuvent être particulièrement handicapantes, notamment lorsqu'il s'agit de travailler. Alors que faire? Poser une RTT? Dans certains pays, ces femmes qui souffrent n'ont pas besoin de le faire. Il existe ce que l'on appelle le congé menstruel, ce congé qui permet de poser plusieurs jours de congé supplémentaires par mois, en général 2 à 3 jours, et rémunéré par l'employeur. Selon un sondage IFOP pour Eve & Co, une marque de culottes menstruelles, 68% des femmes françaises y seraient plutôt favorables à ce congé menstruel, un chiffre qui s'élève à 79% chez les 15-19 ans. Les pays, vous les avez? Quels sont les pays? Je ne veux pas vous piéger, mais où est-ce qu'on pratique Alors, il y a 7 pays qui ont instauré le congé menstruel, essentiellement des pays d'Asie, mais on a également la Zambie, qui se situe en Afrique de l'Est, et l'Italie. L'Italie qui a instauré ce congé menstruel. En 2017, l'accès y est pour le moins complexe. Les femmes doivent fournir un certificat médical courant sur l'année attestant qu'elles souffrent pendant leurs règles et le remettre aussi à leur employeur. Alors Fanny, le concept vient du Japon. Le concept vient du Japon, né en 1925. À l'origine, pour limiter les fausses couches chez les ouvrières qui travaillaient alors beaucoup dans des conditions difficiles. Bien sûr. On attend 1947 pour que le congé menstruel, comme il est en vigueur aujourd'hui, soit officialisé. 1948, c'est l'Indonésie qui lui emboîte le pas. Toute femme peut alors bénéficier de 2 jours de congé par mois, congé payé, sauf que depuis 2003, l'employeur n'est plus obligé de payer ses congés. Et les femmes qui le demandent doivent passer un examen médical qui prouve bel et bien qu'elles ont leurs règles. Oui. Pas simple. Donc il faut aller justifier pendant ces règles
Qu'on les a bien devant un médecin. Qu'on les a. Et qu'on souffre. Et qu'on souffre. Et après, on remet le certificat médical à l'employeur. Donc un léger recul quand même sur ce qui avait été fait. On recule. Il faut montrer. Surtout que l'idée fait globalement débat, y compris chez les femmes et chez les féministes. Alors certains y voient une avancée sur la condition féminine. Alors que les règles, c'est vrai, restent vraiment tabous, notamment au sein de l'entreprise. D'autres s'inquiètent des potentielles répercussions sur la vie professionnelle des femmes. Ou plutôt ces congés menstruels, ce sont des congés payés supplémentaires. Le risque, ce serait donc de conduire les recruteurs à favoriser l'embauche d'hommes. Et donc, par extension, cela pourrait aussi renforcer ce fameux plafond de verre, celui qui empêche certaines femmes d'accéder aux professions supérieures. Alors, c'est vrai qu'au-delà de l'esprit même du congé, il y a des questions très pratiques qui se posent et qui, effectivement, peuvent remettre en cause l'idée même d'un droit opposable au congé menstruel prévu dans le Code du travail. Tout d'abord, comment évaluer la douleur ? Ça, c'est pas qu'une question de menstruation. Au global, comment la femme souffre et quel est son niveau de souffrance. Exactement. Est-ce que ça l'handicape pour travailler ? Comment établir une durée type de congé alors que toutes les femmes n'ont pas la même durée de cycle menstruel ? D'autre part, au sein même de l'entreprise, est-ce que la demande doit se faire sur la présentation d'un certificat médical justifiant d'une dysménorrhée ou juste sur la bonne foi, en disant j'ai mal, je dois m'arrêter. Et dans ce cas-là, quid de la confidentialité de la santé de l'employé vis-à-vis de son entreprise ? Il y a aussi une autre question très pratique, comment gérer les absences dans les entreprises quand elles sont quasi exclusivement composées de femmes. Et puis, un autre point, et pas des moindres, qui prend la charge de ces congés ? La sécurité sociale ou l'employeur ? Bien sûr. Il y a une alternative ou pas possible ? Alors, on y pense beaucoup en ce moment, puisqu'on est tous un peu dans ce cas-là. Le télétravail, qui permettrait effectivement de ne pas s'absenter de l'entreprise, de continuer ses activités, tout en étant dans le confort de son foyer. Enfin, quand on souffre de la même manière à la maison que au travail. Oui, c'est un petit peu plus confortable de rester chez soi. Oui, c'est vrai. Pour des raisons pratiques, c'est vrai que c'est plus agréable. Ça a été lancé, Fanny. Il y a une initiative en France. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Du côté de l'Hérault à Montpellier, une SCOP qui s'appelle La Collective, une société spécialisée dans la collecte de fonds à destination d'organisations. Elle propose depuis janvier à ses salariés un jour de congé payé par mois en cas de règles douloureuses. Mise en œuvre du dispositif passé par un accord collectif. Le congé est payé par l'employeur et rémunéré à hauteur d'un congé payé classique. Il n'a pas besoin de passer par la case médecin, on n'a pas besoin de présenter un certificat médical. C'est un système basé sur la confiance, selon les propres mots de l'un des co-gérants de l'entreprise. Donc une initiative qui peut-être va faire des petits... qui fera des petits, ailleurs, qui va essaimer. En tout cas, il n'y a pas de projet de loi, il n'y a pas de proposition de loi sur le sujet. Revient régulièrement. La dernière fois, globalement, c'était en 2017 quand l'Italie a voté ce fameux congé menstruel. Qui a relancé la question en France avec la question que vous soulevez qui est à qui paiera, l'employeur ou la Sécu, et la question évidemment de la justification qui est quand même assez humiliant pour la personne. Concrètement, c'est assez difficile à mettre en place. Il faut le dire assez clairement, de devoir se justifier de sa douleur. Bien sûr. Douleur qui est difficilement quantifiable évidemment. Merci Fanny. Merci à vous. C'était un plaisir de faire cette pause café originale, mais qui est un vrai sujet de société pour les femmes. On fait une pause, pas café cette fois-ci, mais une courte pause et on va faire notre débat juste après. On parle beaucoup des salariés, des cadres. On va parler d'une catégorie de salariés d'ailleurs qui n'en est pas une, les travailleurs détenus. Oui, ceux qui sont en prison et qui travaillent à différentes tâches et qui ont différentes fonctions. Ils n'ont pas de statut. Une révolution peut être menée par le garde des Sceaux qui est de leur proposer un contrat de travail. Ce n'est pas encore inscrit dans la loi. Et puis on va s'intéresser à la réinsertion parce que évidemment la sortie est toujours très complexe lorsqu'on sort de prison. On le sait, il est très difficile de trouver un emploi et un travail comme si ces détenus étaient marqués finalement au fer rouge. On en parle dans quelques instants. C'est le thème de notre débat. À très vite, à tout de suite.
Le cercle RH, notre débat quotidien. On va s'intéresser aujourd'hui à une catégorie. Alors, on parle beaucoup des cadres, on parle beaucoup des dirigeants, des DRH évidemment. On parle peu des travailleurs détenus. Ils existent, ils travaillent dans des ateliers, dans des prisons. Il y a à peu près 77 000 détenus. Il n'y a que 29 000 détenus qui travaillent aujourd'hui. C'est un chiffre qui a baissé. C'est devenu une denrée rare, le travail en prison. D'autant, et on va en parler évidemment, que le statut n'existe pas. C'est une feuille d'engagement qui est signée. Ils n'ont pas de contrat de travail. Donc avec tout ce qui évidemment implique la relation au contrat de travail, sur les accidents du travail, et puis on parlera bien sûr de la réinsertion, parce qu'il est question aussi de permettre aux détenus de retrouver une vie normale à sa sortie. On en parle avec mes invités. Charlotte Duda est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour. Membre fondateur du SPIL. Donnez-nous l'acronyme du SPIL. Sortir de prison, intégrer l'entreprise. Et je précise par ailleurs que vous avez un parcours assez incroyable. Vous vous êtes engagé sur ce sujet corps et âme, mais qu'auparavant vous avez été, puisqu'on connaît bien l'institution, présidente de l'Association nationale des DRH. Absolument. Vous avez une carrière dans le social et vous vous exprimez beaucoup, j'ai une interview là devant moi, sur cette question. C'est un véritable combat que vous menez. Un engagement. Un engagement. Merci d'être là. Citoyen, absolument. Alexandre Duval-Stala, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Avocat au barreau de Paris, professeur à Sciences Po, membre de la CNDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et vous y tenez beaucoup. Vous êtes le président fondateur de l'association Lire pour en sortir. Vous nous en parlerez dans quelques instants, parce que c'est aussi tous ceux qui s'impliquent sur ce sujet mènent des combats citoyens. Et Philippe Auvergnat est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Directeur de recherche au CNRS. On reviendra peut-être sur les colloques qui ont été organisés. Puis il y a eu 2 colloques qui ont été organisés en février 2021 sur les contentieux à l'épreuve. Alors c'est un peu technique, mais les contentieux à l'épreuve de l'univers carcéral. Et puis un autre sur l'organisation du droit des travailleurs en prison, qui est un vrai sujet et qui est le sujet du jour. D'abord, j'ai envie de commencer par le début, et vous savez, c'est le tropisme des journalistes, il commence par ce qu'est l'actualité. Le garde des Sceaux a évoqué un statut avec un contrat de travail. Alors, il était l'invité d'une chaîne concurrente hier, je n'ai pas regardé, je ne sais pas s'il a évoqué ce sujet. Bien sûr. Voilà. Que dit-il? À quel moment on peut dire, là, à nos téléspectateurs, les détenus qui travaillent, qui produisent, qui sont payés à quoi? 25-30% d'un SMIC. 25 et 45% selon les cas. Voilà. Donc, c'est-à-dire peu payés, malgré le travail qu'ils fournissent. À quel moment, et je vous pose la question à vous deux, d'abord à vous, Charlotte Duda, à quel moment vous pouvez espérer qu'ils aient un contrat et un statut, un véritable statut? Dans les meilleurs délais, puisque le débat est en cours et va passer donc selon les différentes instances nécessaires pour valider la nécessité et la possibilité de mettre en place un contrat qui sera un contrat d'engagement entre une personne détenue et l'établissement pénitentiaire qui l'accueille, qui l'héberge. Et voilà, mais on espère que ça va se faire très très rapidement, je dirais dans les 12-18 mois, ça serait formidable. La question qui est posée en sous-jacent, dans la notion de contrat, c'est quoi? Là, je me tourne vers l'avocat et non pas celui qui a fondé l'association Lire pour en sortir, mais c'est l'idée comme de le faire exister socialement? En fait, c'était une manière de rendre aux personnes détenues leur dignité de citoyens et de travailleurs. Le préambule de 46 prévoit un certain nombre de droits. Ce sont la deuxième vague des droits. Après la première vague des libertés individuelles de 1789, nous avons ceux de l'après-guerre et qui sont des droits sociaux. Le droit au travail, le droit à l'éducation, le droit à la culture. Et il y avait effectivement un no man's land juridique, puisque les personnes détenues qui travaillaient n'avaient pas de contrat de travail. Et donc, leur faire en sorte qu'ils aient un contrat de travail, c'est-à-dire avec des droits, notamment qu'ils puissent acquérir des droits au titre de la retraite, au titre d'un certain nombre de droits sociaux, permet à la fois de les valoriser, de valoriser ce qu'ils font. Et donc, c'était extrêmement important que cette étape soit franchie, qui est demandée depuis très longtemps par un certain nombre d'associations. Et je pense que, en tout cas pour ces dispositions-là, ce projet de loi du garde des Sceaux va vraiment dans le bon sens. Après, il y a, bien évidemment, comme la vie n'est pas parfaite, il y a des difficultés, mais nous allons sûrement en parler. Puisque, en fait, la question du travail en détention implique 2 choses, en fait. À la fois le travail effectivement en détention, mais aussi la formation et la sortie. Je l'évoquais. Parce que l'un va avec l'autre. Mais je pense que vous aurez un certain nombre d'autres questions. Oui, j'en ai plusieurs autres, mais j'en ai même des dizaines sur ce sujet. Philippe Auvergnat, directeur de recherche au CNRS, qu'est-ce que ça dit de l'évolution de notre société? Parce que pour le dire un peu abruptement, moi qui suis allé plusieurs fois en prison faire des reportages, et dans des ateliers ou dans des salles de classe où on forme des personnes,
certains détenus le disent comme ça sous cape, on est un peu exploité. On nous fait faire des choses que si on les faisait, disent-ils, à l'extérieur, on gagnerait plus. Comment vous voyez cette réaction, je dirais presque marxiste du détenu, qui dit mais on nous exploite, sans parler du documentaire de Michael Moore aux États-Unis qui a évoqué et soulevé la même problématique. Alors, je pense qu'effectivement, il faut, si quelques détenus nous écoutent ou sont conduits à nous écouter, il ne faut pas leur dire que du jour au lendemain, ils vont être payés plus. Hein. C'est un projet qui réjouit, je pense, un certain nombre de juristes dont je fais partie, qui se sont battus depuis des années pour... dire il y a là un vide insupportable et qui s'oppose à l'idée de retour dans la société de personnes condamnées dans d'éventuelles bonnes conditions. Donc c'est un progrès du droit très significatif qui est proposé par ce projet de loi qui devra donner lieu à beaucoup d'ordonnances, c'est-à-dire que il y aura les dispositions du projet de loi, il faut que cette loi soit adoptée, et ensuite que les ordonnances interviennent. Il y a un délai précis, c'est 10 mois, qui est donné dans le projet. On est donc dans cette situation, mais enfin, avec un cadre juridique d'abord où on parle de contrat, je crois que le terme est très important. Il reste une ambiguïté, contrat d'emploi, contrat de travail, y compris dans le projet discuté par le Conseil des ministres. Et puis, on pourra avec vous peut-être en rentrer dans quelques détails, mais c'est réellement un projet substantiel, très important. Charlotte Duda, rentrons dans les détails. Pour ceux qui ne connaissent pas la vie en détention et la vie de ces micro-sociétés, qu'est-ce qu'on y fait en prison quand on travaille ? Alors, il y a différents types d'emplois. Beaucoup d'emplois de manutention. Déjà, il y a tout ce qui sert à travailler pour la prison. La logistique de la prison, voilà, la cantine. Dans les cuisines, le ménage, travailler avec d'autres détenus pour servir des plateaux, etc. Donc tout ce qui est le jardinage, tout ce qui concerne la vie en prison et la prison elle-même. Et puis, il y a différents types de travaux qui sont proposés, beaucoup de travaux de manutention. Donc c'est vrai que ce sont des emplois un petit peu répétitifs, un petit peu comme un travail à la chaîne, d'une certaine façon. C'est-à-dire on empaquette des choses, c'est ça ? On colle des étiquettes, on met sous enveloppe, etc. Bon, il faut quand même dire que tout doucement se développent d'autres types de travaux également. Je pense à ce qu'avait fait JC-Decaux avec les Vélib, puisqu'ils avaient créé un atelier de réparation, donc qui préparait des techniciens à la réparation, mécaniciens. Et qui permettait la sortie. Voilà, c'est important. Ensuite, permettait la sortie et l'embauche chez JC-Decaux ou ailleurs, bien évidemment. Donc ça, c'est très bien. Et puis aussi l'entrée lente, très lente, mais que l'on espère plus rapide dans le futur de l'informatique. Et donc il y a un débat sur la tech. Des métiers de développeurs. Ouais. Il y a une initiative qui se fait... Bientôt le Minitel. Il y a une initiative qui se fait dans le sud de la France, je crois, aujourd'hui, avec une dizaine de détenus qui ont accès... En tout cas pour la formation, etc. Et nous, on a un projet avec l'école 49, je suis perdu. 42, vous écoutez. D'insertion, de formation d'une cinquantaine de détenus pendant 9 mois. Donc il y a ces ateliers, il y a la logistique quotidienne de la vie de la prison, c'est-à-dire tout ce qu'on y fait, la peinture, la cuisine, le nettoyage. Il y a quand même un débat que vous soulevez aussi à travers votre association Lire pour en sortir, que beaucoup de détenus, il faut le dire, jeunes, arrivent sans diplôme, brisés, déstructurés, et que contrairement à ce qu'on peut parfois lire, même si la prison n'est pas une machine d'insertion très réussie, puisqu'une grande partie d'entre eux récidivent à la sortie de prison, et ça serait mentir que de le dire, néanmoins, il y a quand même pour un certain nombre de personnes, jeunes et moins jeunes, une possibilité d'acquérir un diplôme, d'acquérir quelque part une forme de dignité, de rebond possible. On ne peut pas le contester. Même si ça marche plus ou moins bien. Je pense qu'on ne peut pas contester les efforts que les différents personnels, les SPIP, même les surveillants, sont d'une manière générale quand même extrêmement
Alors, il y a tout, comme dans tout système, bien évidemment, il y a des difficultés, mais il y a quand même une énergie et des gens qui portent un certain nombre de choses. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de SPIP, notamment. Donc, le SPIP, c'est le service de probation et d'insertion professionnelle, enfin, de pénitentiaire, pardon, qui sont là, qui accompagnent, en fait, la détention des personnes détenues et notamment qui doivent préparer la sortie. Et donc, ils essayent, mais c'est là où il y a aussi les difficultés. Pourquoi il y a des difficultés Il ne suffit pas de dire on va travailler en détention, les choses vont se faire. En fait, il y a des difficultés multiples. D'abord, effectivement, pour une entreprise, délocaliser une partie de sa production dans un centre pénitentiaire, ça implique des coûts supplémentaires. Évidemment. Et donc, il faut que ça soit des actions militantes. Ensuite, quand vous avez effectivement les personnes, eh bien, elles, contrairement à nous, salariés, ou nous, indépendants, nous, on vient travailler à 9h et puis on repart à 19h. Bon, la vie ne se fait pas comme ça en prison. La vie ne se fait pas comme ça en prison parce qu'il y a des circulations, parce qu'il y a les promenades, parce que donc, le temps de travail n'est pas forcément le même. Bien sûr. Donc, en fait, malgré les bonnes volontés, il y a des freins, j'allais dire, inhérents à la situation carcérale. En revanche, ce qu'il est possible de dire, et vous le dites très justement, c'est quelle est la population carcérale ? 70% des gens qui sont en détention, ce sont des gens qui sont là pour moins de 3 ans, pour des affaires de stup, de viol, de violence ou de vol. Et donc, et généralement, ils ont moins de 35 ans. Donc, on a vraiment une population qui, à la fois, n'est pas dans l'emploi, et qui pourrait être dans l'emploi. Évidemment. D'où la nécessité à la fois que la prison puisse être un lieu de formation et de travail, et puis qu'ensuite elle accompagne vers la sortie. Et là, il y a un certain nombre effectivement de freins. J'espère, et votre invité qui se trouve en visioconférence le dit très justement, c'est un peu la stratégie des petits cailloux. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc on avance, et j'espère bien qu'effectivement ensuite le vrai droit du travail, c'est-à-dire aussi le SMIC, sera aussi... J'évoquais, c'est entre 25 et 45% du SMIC, c'est-à-dire que ça fait un pécule. C'est entre 2 et 4 euros de l'heure. 2 et 4 euros de l'heure. Donc ça pose une question, parce que si on les considère avec un contrat de travail, et je pense qu'il y a un travail militant, vous évoquez le mot militant, mettons-le sur la table, il faut aller au bout de l'histoire. Il faut dire, si ces travailleurs produisent des travaux de qualité pour une entreprise, il faut qu'ils soient rémunérés à la hauteur de leur travail. Non, parce que comment on fait là ? Parce que le chercheur nous a dit, attendez, commençons pas à raser gratis. C'est pas une question d'argent, c'est une question de dignité. Oui, ce qui vient d'être dit est très important. Il y a la question de la dignité, de la reconnaissance, et ensuite tout travail mérite salaire. Donc pourquoi une personne détenue n'aurait pas la possibilité d'avoir une reconnaissance qui serait équivalente à une personne qui ne l'est pas question pratique. à travail comparable? On était beaucoup plus dans les années 87, il y avait une loi importante en 87 sur le nombre de salariés détenus, enfin de travailleurs détenus, on est passé à 29. Il faut augmenter le nombre de salariés de travailleurs. Pourquoi ça baisse? Pourquoi il y a moins de travail en prison, pour le dire simplement? Il y a aussi plus de détention provisoire. C'est ça. Comme les gens qui ne sont pas jugés ne peuvent pas accéder au travail, lorsqu'on passe de 25% de détention provisoire en moyenne à 30%, tout de suite vous avez une augmentation importante. Et puis vous avez aussi une entreprise, quand elle se pose la question de savoir si elle va, par exemple les échalotes mis en sachet notamment à Mont-de-Marsan où nous sommes, tout ça implique un coût supplémentaire. Donc qui va le prendre ce coût? L'entreprise, le consommateur? Pourquoi c'est un coût? Parce qu'il faut transporter. Parce qu'il faut rentrer dans la prison, il faut y amener l'ensemble des éléments qui permettent de faire ça. C'est contrôlé, bien sûr. C'est contrôlé, on n'a pas une même productivité. Donc c'est vrai que quand vous êtes chef d'entreprise, c'est forcément militant. On n'a pas non plus valorisé l'engagement des entreprises quand elles proposent du travail. Et parfois, c'est vécu comme quelque chose de plutôt négatif, avec des arrière-pensées, oh là là, mais certainement qu'ils y gagnent de l'argent, de je ne sais quoi encore. Enfin bref, je crois que ça, c'est très très important, de bien valoriser l'engagement citoyen également des entreprises. Et dire l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, en faisant croire, entre guillemets, parce que c'est Michael Moore qui évoquait cette question, que l'entreprise faisait du gras sur les détenus. Oui, et ça, c'est une... Non, mais c'est important que vous répondiez là-dessus, parce que c'est une fausse idée, c'est une fake news. On est d'accord. Il y a aussi des entreprises qui le font de manière militante, mais qui ne souhaitent pas communiquer pour un certain nombre de raisons, parce qu'effectivement, voilà. Et puis il y en a qui sont militantes et dont on les reproche aussi de mal payer en fait les personnes détenues, mais il faut comprendre que c'est aussi un équilibre économique. Et donc je pense que pour renverser un peu la machine, plus il y aura en fait d'entreprises qui rentrera en détention, et plus d'une certaine manière on fera des prisons, alors pas ouvertes, mais en tout cas des prisons qui soient pour les petits délits, en fait, pour ceux qui sont moins de 3 ans, beaucoup plus ouverts. Exactement. Et non plus alignés sur la personne la plus dangereuse de la prison, mais sur l'essentiel, c'est-à-dire les petits délits. Donc il faut repenser à la fois l'urbanisme de nos prisons. Il faut repenser. Mais c'est évident. C'est une question
On est d'accord. C'est-à-dire qu'il faut bien Très commencer importante. à séparer, comme vous dites, des peines longues qui sont dans des peines incompressibles, qui sont des gens très dangereux et effectivement il faut les surveiller, de détenus qui sont un peu sur la bascule et qu'on a mis en provisoire. Tout ça vient se mélanger et créer 63% de récidives quand on est passé en prison. Philippe Auvergnon, concrètement, cette notion de prison, comment vous la regardez pour prendre un peu de hauteur? Parce que moi, j'avais suivi le service de santé à la prison de la Santé à l'époque. Ça se passait assez mal d'ailleurs avec la pénitentiaire. Ça se passe toujours mal. Ça se passe mal aussi quand l'entreprise vient dans la prison. C'est-à-dire qu'on a le sentiment comme ça que la pénitentiaire dit c'est une prison, on enferme. Et puis de l'autre côté, il y a des acteurs, vous en faites partie, qui disent mais non, la prison c'est aussi un sas où on doit rebondir pour aller mieux. C'est compliqué ce rapport entre entreprise et prison. Il est compliqué. Je crois que vos invités ont tout à fait indiqué les difficultés du travail en prison, de plus en plus importantes, peut-être aussi parce qu'on est sur une population carcérale de gens peu qualifiés ou qui, y compris, n'ont pas d'appétence particulière pour les règles du jeu du travail, donc qui sont un peu à la périphérie déjà du marché du travail. Vous avez insisté assez justement sur le fait qu'il y a au fond les maisons d'arrêt avec un nombre de prévenus de plus en plus important et un temps de passage qui effectivement se situe plutôt en dessous des 1 an ou 2 ans. C'est très difficile, avec un turnover très important, d'organiser véritablement une activité de travail, de type activité de production. C'est beaucoup plus facile dans les centres de détention, pour des peines plus longues, avec des gens qui vont rester là, dont on va pouvoir faire un bilan des compétences, éventuellement avoir un projet de formation qualifiante et une organisation aussi du travail qui va être plus facilitée paradoxalement. Je reviendrai sur qui vient faire travailler en prison. Il y a une image, effectivement, qu'il faut revaloriser du travail en prison. C'est-à-dire que les progrès du droit doivent s'accompagner d'une véritable politique du travail pénitentiaire, je dirais vraiment offensive. Il faut attirer, effectivement, et valoriser la venue en prison de grandes entreprises, celles notamment qui se piquent de responsabilités sociétales, etc., qu'elles n'hésitent pas à venir et qu'elles n'hésitent pas à arrêter de cacher quelquefois leur nom quand elles font sous-traiter par d'autres acteurs en prison. Donc il faut renverser. Et effectivement, il y a des concessionnaires qui amènent un travail très peu qualifié, avec très peu de marge économique dessus, et qui donnent effectivement cette image d'un travail le plus souvent peu qualifiant, voire attentatoire à la dignité. Lorsque vous passez votre temps à distinguer les vis cruciformes ou pas cruciformes, enfin les têtes de vis cruciformes ou pas cruciformes, pour officiellement 2 à 4 euros, c'est un peu juste. Voilà, merci. Je ne sais pas si vous m'entendiez quand je vous ai merci, je vous ai beaucoup dit merci. Non pas que ce que vous dites n'est pas passionnant, mais c'est vrai que le temps file. C'est vrai qu'il y a un débat. Quand même, vous êtes des militants, vous êtes engagés, vous êtes aussi engagés dans cette association que vous avez fondée. Il y a quand même dans votre combat l'idée que la prison n'est pas une machine à broyer et une machine à récidive, que la prison doit être un outil d'insertion, de réinsertion. Sauf que dans la vraie vie, on le voit, les chiffres disent l'inverse. On dit, quand on rentre en prison, on n'a pas fait grand-chose, quand on en sort, on est devenu un petit voyou. Bien, madame, à vous dire, son taux de récidive, après tout ce qu'elle fait, vous parliez de 63%, qui est effectivement le taux qui existe aujourd'hui de récidive. Donc le système pénitentiaire français fait en sorte qu'il y a un taux d'échec de 63%. Je ne sais pas quelle institution peut encore durer. Si l'école avait un taux d'échec de 63% en bac, je pense qu'on changerait les choses. Et bien avec les efforts, et madame, vous pouvez le dire très justement. 7%. 7%.
grâce au SPIL, grâce au travail. Parce que vous emmenez avec Nous vous... sommes une petite équipe qui fait des un entreprises. travail de fourmi. Bah oui. Nous sommes quand même portés par des grandes figures de l'entreprise, puisque c'est Nicolas Taverneau qui était notre président. Aujourd'hui, c'est François Langlais. Président du directoire d'M6. Absolument. Donc, on voit bien que l'engagement citoyen, social, économique a toute sa valeur et tout son intérêt. Donc ça, c'est important. Toute petite équipe, travail de fourmi en amont pour travailler avec les CEPIP. Et emmener des entreprises. Et emmener des entreprises. Donc nous organisons des visites en prison et on voit que ça fait tomber très important. les tabous et les images toutes faites que nous avons sur la prison et sur les personnes détenues. Le prisonnier d'hier, c'est un salarié de demain. En tout cas, c'est un citoyen de demain. Absolument. On l'oublie trop. On oublie trop Absolument. Et certes, on est encore beaucoup trop dans la punition. On oublie que l'insertion, c'est aussi la protection des Surveiller et punir, ça vous rappelle quelque chose? Absolument. Ouais. Michel Foucault. Michel Foucault, oui. Absolument. Et il faut dépasser cette dimension de la punition. Les personnes, une fois qu'elles sortent, elles ont payé leur tribut à la société. Je ne veux pas qu'on se quitte avant qu'Alexandre, vous nous ayez parlé quand même. Il y a les entreprises qui, avec votre action et votre conviction aussi, parce que c'est porté par des convictions, s'engagent. Et puis il y a aussi votre association, je voudrais qu'on en dise un petit mot. Lire pour s'en sortir. Enfin, encore une fois, j'ai croisé des détenus à travers mes parcours journalistiques qui me racontaient qu'ils avaient récupéré un certificat d'études, qu'ils avaient chopé un BEP, un CAP, et qu'en sortant, ça avait été dur de trouver un emploi, il faut le dire, c'est difficile, mais qu'ils avaient réussi à rebondir et à ne pas récidiver. Lire, c'est vital. Alors moi, c'est ce que j'ai, pour avoir défendu un certain nombre de personnes aux assises, effectivement, je n'arrivais pas à comprendre comment ils n'avaient pas les mots pour dire, ne serait-ce que de s'excuser auprès des victimes, par exemple. Et en fait, j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas ces mots-là. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le vocabulaire qui leur permettait à la fois de se mettre à la place de l'autre, de comprendre l'autre, d'exprimer un certain nombre de choses. Les bases. Et donc, c'est vraiment une fracture extrêmement importante. Et donc, on a changé en 2014 la loi pour que, effectivement, les réductions de peine supplémentaires puissent désormais être ouvertes, notamment aux activités culturelles, à la lecture, au calcul. Et je suis ravi d'ailleurs que le garde des Sceaux promeut également cette réforme de 2014. Je ne veux pas faire un débat polémique, mais vous avez vu, ça vient se heurter aux chaînes mainstream qui en permanence expliquent qu'on fait sortir, notamment pour des raisons de Covid, là tout récemment avec cette famille dont la fille a été violée et qu'on accuse d'avoir été un violeur parce que sorti. Vous voyez, ça vient, ce discours d'une force incroyable que vous portez vient se heurter à une sorte de mur de la société. Parce qu'il faut que les citoyens comprennent que ceux qui sont en détention, ce sont des citoyens et qu'un jour ou l'autre, ils sortiront et qu'on veut qu'ils sortent comment? Dans les meilleures conditions ou dans les pires conditions. Et on ne peut pas penser qu'on met dans une boîte, qu'on les secoue et que les choses ne passent pas. Pour les sorties du Covid, je sais bien, je connais bien le sujet puisque j'avais écrit à cette époque-là une note au président de la République et je suis ravi que les choses aient pu se faire en sorte qu'on ait près plus de 12 000 personnes qui ne sont pas à la fois rentrées et sorties. Et donc on a, mais jamais les violeurs, jamais les criminels. Bien évidemment, tout ce qui a été fait, ce sont ceux qui sont en courte peine. Le parquet a réagi. Il faut arrêter. Il y a 1% de personnes qui sont condamnées à des peines à perpétuité donc, par an. Donc c'est vraiment extrêmement... Tout le reste, c'est des gens qui passent. Absolument. Tout le reste, c'est des gens qui passent. Et je suis heureux de voir qu'effectivement, comme Madame, comme des présidents de grands groupes s'investissent. Nous sommes soutenus par Augustin de Romanet et le groupe Aéroport de Paris, par la Fondation Lagardère. Donc vraiment, je suis extrêmement heureux qu'on change ce regard sur la prison parce que d'une certaine manière, en tant que citoyen, l'administration est comptable à notre égard de la réussite de cette mission qui est la leur, qui est de faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui récidivent et plus de personnes qui soient réinsérées. Et comme le disait très justement Michel Foucault, aujourd'hui, on traite par le pénal le social. Absolument. Exact. Et ça, c'est une vraie difficulté. Absolument. Charles Dudas, la conclusion. Et ce que je voulais dire, c'est que, trivialement, investir dans la lutte contre la récidive, c'est véritablement économique, économiquement. Évidemment. Évidemment, évidence. c'est un coût social à la récidive. Absolument. Et évidemment que c'est un coût social. Pour les victimes, évidemment, qui subissent des agressions, et puis pour la société qui doit réincarcérer cette personne et de nouveau reprendre un cycle qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est perdant-perdant cette affaire. Absolument. Mais franchement, reconnaître la personne et lui redonner sa dignité, c'est très, très, très important. Et lui permettre d'avoir une seconde chance, puisqu'on ne l'a pas évoqué, puisque la notion de seconde chance est difficile quand on sort de prison après une courte peine. Il y a une forme de marquage au fer rouge qui fait qu'il est difficile aussi, au-delà de trouver un travail dans la prison, il est difficile de trouver un travail
en dehors On est censé des juger murs. après avoir été une première fois. On est censé être jugé, mais on est un peu poursuivi par ce que l'on a eu. Philippe Auvergnat, merci. J'aurais bien aimé vous entendre plus longtemps, mais vous savez ce que c'est la télévision. Même quand on prend le temps, eh bien, elle a des temps impartis. Directeur de recherche au CNRS et spécialiste de ces questions à la fois juridiques et puis aux travaux de l'Institut Montaigne. Et qui a participé à la note passionnante de l'Institut Montaigne que je n'ai pas citée, qui est une note de référence l'Institut Montaigne. De 2018. De Laurent Bigorgne et de Claude Bébéard. À lire cette note, elle est très importante. Et puis le livre, je peux le montrer si vous voulez? Oui, bien sûr. C'est important. C'est le travail en prison, cette fameuse note qui a été publiée en février 2018, Fondation M6, Institut Montaigne. Mais vous l'avez sur Internet, puisque j'ai pu me la procurer assez facilement sur Internet. C'était un plaisir de parler de ces sujets. On parlera de la tech un autre jour, parce que la tech, la tuyauterie, l'informatique, on est encore au Minitel. C'est un vrai sujet en prison. Et la pénitentiaire, mais la pénitentiaire dit attention, il ne faut pas faire rentrer d'Internet, c'est très dangereux. Toutes ces questions qui sont dans la relation de la surveillance et de l'épanouissement. Charlotte Duda, membre fondateur du SPIL, Alexandre Duval, Stala, c'est un plaisir, avocat, professeur Sciences Po, membre de la CNCDH, et puis lire pour en sortir, allez voir son association, c'est important de savoir lire, c'est la clé de notre vie. Et puis merci à Philippe Auvergnat, je suis très en retard, fenêtre sur l'emploi, on change de sujet. Est-ce qu'on peut comparer le marché du travail au marché de l'emploi et au marché de l'immobilier? Est-ce que ces deux secteurs un peu équivalents finalement dans leur stratégie? Peut-être, c'est ce que dit Julien Morisson, il est là dans quelques instants. On quitte les centres de détention, les maisons d'arrêt, pour parler avec Julien Morisson d'un sujet important, en tout cas passionnant, parce que vous, Julien Morisson, cabinet BI, vous êtes un agent, puisque c'est important de le redire régulièrement, vous n'êtes pas un agent d'acteur, mais un agent de cadre, et que vous accompagnez sur le retour à l'emploi, dans le cadre d'une reconversion, et vous faites un vrai boulot d'agent. Pourquoi vous faites une analogie entre le marché de l'immobilier et le marché de l'emploi? Il y en a une affaire? Exactement. Alors il y a des mots où ça va vous parler. Si je vous parle de off-market, d'annonces, d'agences, de chasseurs, vous allez dire, en fait, on parle de quoi? On peut parler aussi bien d'immobilier que du marché du travail en réalité. Et on parle souvent du marché du travail, mais dans un angle très économique ou statistique, alors que le marché de l'immobilier, on l'aborde de manière, même entre amis, finalement de manière assez fluide. Et pour moi, oui, effectivement, il y a des analogies et on doit tirer un certain nombre de conséquences d'ailleurs du marché de l'immobilier que je trouve intéressantes. Alors, quels sont les éléments, puisqu'on va partir du marché de l'immobilier, que vous tirez pour dire, tiens, ce serait pas mal que le marché de l'emploi s'inspire de ce marché de l'immobilier? Eh bien simplement, quand vous êtes amené à vendre ou à rechercher un bien, en général, il y a 3 questions qu'on va vous poser de manière assez simple. C'est de quoi vous avez besoin? Une chambre, 2 chambres, 3 chambres, de manière pragmatique. 2, c'est quoi le secteur? Vous cherchez où finalement, géographiquement? Et 3, c'est quoi votre budget? Parce que c'est pareil pour l'emploi. Et en fait, pour l'emploi, alors déjà, on pourrait y revenir, il n'y a pas vraiment d'interlocuteur. C'est-à-dire que moi, si je sors là, je peux aller dans une agence immobilière, mais je vais voir qui pour faire un point sur le marché? J'en sais pas grand-chose finalement. Et on reviendra sur le job de chasseur. Et d'analyste en quelque sorte. Et d'analyse. Et c'est vrai que dans l'emploi, ça devrait être à peu près la même chose. C'est-à-dire, c'est quoi mes compétences? Quelles sont mes compétences? Quelle est ma zone de recherche? Et puis, c'est quoi les demandes de mes prétentions de salaire? En réalité, l'analogie, elle devrait être assez simple. Et pas uniquement se baser sur des valeurs, parce que évidemment qu'on veut tous être bien dans le travail, mais foncièrement, il y a quand même des grilles pour lesquelles il faut savoir comment est le marché. Et je trouvais que l'une des dysfonctionnements pour moi, quand on veut faire un point sur les compétences, il y a le bilan, vous savez, le bilan de compétences que nous aussi on fait. Sauf que beaucoup de personnes nous contactaient pour dire, ok, moi j'ai mon bilan de compétences qui est plutôt bien, mais je sais quand même pas comment est le marché du travail. On va pas tous devenir décorateurs d'intérieur, on les adore, c'est pas la question. Je suis assez d'accord. Mais foncièrement, emmener les gens vers leurs appétences fait pas qu'à la fin on a un boulot. Pas du tout. Alors c'est un choix qui est lié aussi des études en passant par le marché, mais il est pour moi nécessaire, un peu comme le marché d'immobilier, vous avez des prix. Vous connaissez le marché. Et on pourrait dire, par rapport au budget, désolé, il va falloir partir un peu plus loin. Mais c'est objectif. Et vous connaissez les règles du jeu. Dans le marché du travail, pour moi, il manque cette analyse un peu pragmatique et d'un chasseur qui vous dit, voilà, je prends votre recherche ou je ne la prends pas, je vous explique parce que vous êtes décalé du marché. Alors, pour être concret, quand moi je cherche dans l'immobilier, je vais sur des sites spécialisés où je le fais moi-même et je fais des comparaisons, je regarde les prix, je regarde le niveau du marché. Exactement. Ça n'existe pas, vous dites, sur le marché de l'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas, je dis Indeed, mais est-ce que Indeed n'est pas sur ce segment-là? Le truc, c'est qu'Indeed, vous avez finalement les annonces. Mais déjà, pour contacter les personnes qui les ont diffusées, admettez que c'est quand même pas évident, parce que vous n'avez pas leurs coordonnées. C'est pas simple, pour le coup. Et c'est pas pour autant que vous avez une analyse du marché. Puisque la singularité, c'est que soit vous habitez forcément dans un lieu, soit que vous possédez ou que vous louez. Donc vous connaissez le marché à un moment donné. Donc, son environnement. Son environnement, le contexte dans lequel vous vous inscrivez. Mais vous ne savez pas si vous,
les compétences que vous avez valent ce que vous estimez. Ouais, c'est Or, vrai. trop souvent, ce qui se passe, c'est comme si vous étiez amené à vendre votre appartement et que vous disiez le prix de vente, c'est celui que je veux acheter plus tard. Ça marche pas comme ça. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Eh ben, c'est exactement comme ça. Et s'il est là le sujet, c'est que quelque part, et c'est comme quand vous avez un appartement, l'idée c'est quand même de faire des travaux régulièrement pour éviter qu'à un moment donné ça vous coûte trop cher d'un coup quand vous voulez le vendre. Trop souvent dans le marché de la carrière, on va attendre, pas se C'est former. vrai. Et puis au bout de 20 ans, on va dire bon. Ah, j'ai pas le logiciel track, ça je sais pas Eh ben, faire. je sais pas faire, les nouveaux managements je sais pas faire. Et vous avez des situations notamment pour lesquelles les seniors se disent ah oui mais depuis 20 ans moi dans le groupe, en fait j'étais pas au courant. Et vous entendez ça de plus en plus, et vous allez l'entendre de plus en plus souvent, j'étais pas au courant. Donc une déphase entre ce qu'on croit être et ce que le marché est vraiment. Exactement. Il y a un manque de pragmatisme parce qu'on aborde souvent d'un côté les valeurs, c'est quoi la bienveillance, l'humain. Oui, c'est super. Mais que ça soit pour acheter un appartement où vous allez quand même être votre foyer, vous voulez quand même des critères pratiques ou le marché du travail, il manque des acteurs, des interlocuteurs qui vont être en capacité de vous dire voilà, le marché à date c'est ça, votre prétention de salaire elle ne colle pas actuellement avec les demandes du marché ou, désolé mais c'est un peu saturé, ou vous avez le choix, l'embarras du choix de travailler un peu partout en France. Et ça, ce qui était plutôt rigolo, c'est que ces questions-là que je vous pose là, qui sont des pragmatiques, j'ai été appelé notamment par des expatriés cette semaine et la semaine dernière qui veulent revenir, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, qui disent mais oui, quand vous êtes à l'étranger, mais ça peut être aussi, parce qu'en l'occurrence elle était en Vietnam, le marché, on fait comment pour le connaître? Mais personne. Je peux appeler personne. Et c'est pas en allant sur Indeed. Elle dit ça ne m'aide pas, parce que moi j'ai quelque chose d'un parcours un peu atypique, et puis je suis pas forcément ouvert, je sais pas qui contacter. Et il manque des interlocuteurs. Mais attendez, sur la marque. vous êtes en train de faire une petite révolution là sur Smart Job pour nous dire d'abord il faut inventer un nouveau job, Oui. mais il faut aussi inventer un nouvel outil qui soit capable Exactement. d'avoir une vision un peu globale Exactement. du marché. Pour moi, c'est nécessaire. On va d'ailleurs en discuter avec parlementaires, notamment qui travaillent sur la réforme du chômage, et parce que c'est nécessaire de pouvoir aborder les choses. Il faut à un moment donné, moi j'avais déjà demandé à ce que ça soit fait, alors, je n'ai pas été encore écouté, mais tous les 5 ans, il faudrait qu'il y ait un check à date pour dire voilà, par rapport à vos compétences, par rapport au marché, voilà les aspirations vers ce vers quoi vous pouvez évoluer, de manière à ce que vous puissiez soit faire une reconversion ou changer de secteur. Excusez-moi, comme un bien immobilier. Voilà, le secteur dans lequel vous êtes, il a baissé. Exactement. Ou alors votre secteur, il a progressé. Exactement. Et donc, de fait, si vous partez, vous pouvez prétendre à ça. Exactement. C'est pour ça que l'analogie est pour moi tout à fait pertinente. Et on travaille alors ardemment sur un site qui devrait sortir. C'est ça, je sens qu'il y a une petite idée derrière la tête. Exactement. Vous êtes en train de le fabriquer. Un product owner, Lucas, que je salue, au mois de juin, pour avoir justement cet outil qui va nous permettre à un moment donné d'avoir accès à un matching entre des offres, des profils qui vont être en face et rôle aux chasseurs. Comme il existe des indépendants, des chasseurs d'appartements, nous, l'idée, c'est pas de faire de recrutement, vous avez bien compris. Hein. On n'est pas mandaté par l'entreprise, mais on va chercher en lieu et place. Et ça nous est de plus en plus demandé en disant on est prêt à payer quelqu'un qui va chercher parce que ça, nous, on n'y a pas accès. Je ne sais pas si je suis dedans ou en dehors du marché. Juste d'un mot, c'est aussi un site d'analyse fait par un peu des analystes, comme on a des analystes financiers qui peuvent faire un état des lieux très écrit, très structuré d'un secteur. Parce que c'est ça dont on a besoin. Exactement. Donc il y aura une format bêta 1 et puis bêta 2, enfin classique finalement d'une entreprise en développement. Donc on va vraiment aller sur ce terrain-là. Et ce qui nous paraissait essentiel, c'est qu'à un moment donné, comme quand je sors, je veux voir une agence, moi j'étais DRH, je voulais voir quelqu'un qui me dise, pas par annonce, je vais faire un point, est-ce que je suis dans le marché là? Qu'est-ce que je veux sur le marché? Et donc là, vous avez besoin d'un tableau de bord, quelque chose qui soit structuré. Exactement. Et j'ai besoin de connaître ce marché, d'avoir des chasseurs, des DRH, quelqu'un qui suit, qui dise là, t'es décalé, ou là, t'es dans les clous, ou là, si tu baisses de 20%, ça passe. C'était passionnant et encore une fois déroutant, parce qu'effectivement, ça n'existe pas. Et vous êtes en train d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Et on va former, d'ailleurs. Et bien sûr, et pour former, c'est passionnant. Bon, on va suivre ça de très près, Julien. Vous reviendrez peut-être nous en parler quand la bêta 1 est sortie de terre. Vous avez commencé à la dessiner. Merci, cabinet BI. Oui. Merci, Julien Morisson, d'être venu nous éclairer. C'est un vrai sujet que vous soulevez. Au-delà du diagnostic, vous êtes en train de construire quelque chose. C'est vraiment passionnant. Merci à toute l'équipe de m'avoir accompagné ce matin. C'était un vrai plaisir. À tous nos invités aussi. Merci à Fanny Griesmer, Pauline Gratel. Merci à Margot pour l'accueil invité. Merci à Kenny Dellenbach pour la réalisation. Et merci à notre amie Héloïse Merlin pour le son et la qualité du son. Voilà. Soyez réactifs. Vous l'êtes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous entendre aussi en podcast. Voilà, c'est plus simple aussi parfois de ne pas avoir l'image. Tant mieux. Hop, on nous retire. Mais vous nous avez dans les oreilles. Allez jeter un œil sur les podcasts. C'est toujours agréable. Merci, c'était un plaisir. Je serai là demain avec les experts de Smart Job. Il y a beaucoup d'actualités et on va la commenter sur ce plateau. À demain.